Des débuts modestes dans un appel ravagé par la guerre, jusqu'à devenir l'une des stars les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, la vie de Sophia Loren ressemble au scénario d'un film épique. Elle a captivé le monde par sa beauté et son talent, a affronté des défis personnels et professionnels, et a construit un héritage qui transcende les générations. Mais au-delà des tapis rouges et des Oscars remportés, se cache un chapitre plus discret et profondément personnel, celui où Loren, à 90 ans, a trouvé un sanctuaire dans une maison qui reflète à la fois la grandeur de sa vie et la sérénité qu'elle a recherchée pendant des décennies. Aujourd'hui, explorons le parcours remarquable qui l'a menée jusqu'à ce refuge et les détails extraordinaires de la résidence qu'elle chérit. Surmonter les épreuves et s'élever vers la célébrité. Née Sofia Costanza, Brigida Villani Ciccolone. Le 20 septembre 1934 à la Clinica Regina Margherita de Rome. Sophia Loren a vu ses premiers jours marqués par des difficultés qui ont forgé sa force et sa détermination. Sa mère, Romilda Villani, était une talentueuse professeure de piano et une actrice en herbe qui avait remporté un concours de sosie de Greta Garbo, mais qui avait sacrifié ses rêves pour élever ses filles. Le père de Sofia, Riccardo Ciccolone, était un homme de lignée noble, mais manquant d'honneur dans ses engagements personnels. Il refusa d'épouser Romilda, l'abandonna peu après la naissance de Sofia et n'offrit aucun soutien financier ou affectif à la famille. Loren dira plus tard qu'elle ne l'a rencontré que 3 fois dans sa vie. À 5 ans, à 17 ans, et enfin sur son lit de mort en 1976, lorsqu'elle lui pardonna, bien que les blessures de son absence ne se soient jamais vraiment refermées. Élevée à Pozzuoli, près de Naples, Sofia grandit dans un petit appartement exigu qu'elle partageait avec sa mère, sa sœur, cadette Maria, née en 1938, et sa grand-mère maternelle, Luisa. Le foyer était rempli d'amour et de résilience, mais manquait de confort matériel. Romilda, nourrissant en silence ses ambitions artistiques inassouvies, transmit à ses filles la discipline, la culture et la valeur de la force intérieure. Malgré les moyens limités, elle inculqua à Sofia un sens de la dignité et de la grâce. Des traits qui allaient définir l'actrice, à l'écran comme dans la vie. Sofia grandit timide et très mince, affublée par les autres enfants de surnoms moqueurs comme le cure-dent ou le bâton. Avec de grands yeux sombres, disproportionnés et une démarche maladroite, elle se sentait invisible dans un monde qui juguait souvent les filles sur leur apparence. Mais une détermination silencieuse brûlait en elle, une étincelle que personne ne pouvait éteindre. Sa grand-mère, percevant ce potentiel, encouragea Sofia à s'exprimer lors de petites représentations en famille et dans leur modeste bistrot aménagé dans le salon. Là, les soldats américains stationnés à proximité venaient déguster la liqueur de cerise maison. Romilda jouait du piano, Maria chantait, et la jeune Sofia, d'abord trop timide, prit peu à peu confiance en servant les boissons, en débarrassant les tables et en accueillant les clients. C'est dans ce cadre modeste que Sofia apprit à se tenir avec prestance, une qualité qui lui serait précieuse sur les scènes les plus prestigieuses. La transformation physique de Sofia débuta vers l'âge de 14 ans, lorsque ses traits s'adoucirent et que sa silhouette se dessina, révélant la beauté qui allait la rendre célèbre dans le monde entier. À mesure qu'elle s'épanouissait, les voisins remarquèrent enfin celle qu'ils avaient ignorée. Sa mère, consciente que cette beauté pouvait être un passeport hors de la pauvreté, l'encouragea à participer à des concours de beauté locaux. En 1950, à seulement 15 ans, Sofia se présenta au concours Miss Italia, sous le nom de Sofia Lazzaro, choisie parce qu'un admirateur avait déclaré qu'elle était si belle qu'elle pourrait ressusciter la jarre. Bien qu'elle ne remportât pas la couronne, elle décrocha le titre de Miss Élégance, une distinction qui lui ouvrit les portes du cinéma italien. Cette victoire ne fut pas seulement symbolique. Elle permet à Sofia de sortir de l'ombre de Pozzuoli
et de s'engager dans le monde exigeant et étincelant du 7e art. Bientôt, elle intégra le centre expérimental di Cinematografia, l'École nationale de cinéma d'Italie, où elle affina ses talents naturels. Elle accepta des petits rôles, souvent comme figurante ou sans être créditée, et travailla sans relâche en coulisses pour apprendre son métier. Dans ses premières années, elle endura de longues heures, des cachets modestes et le scepticisme de ceux qui la voyaient comme une simple jolie fille. Mais la soif de réussite de Sofia allait bien au-delà de la vanité. C'était une fin née des nuits passées, à entendre sa mère pleurer sur les factures impayées et des jours à faire durer un seul pain pour nourrir la famille. Son tournant décisif arriva en 1954, lorsque le réalisateur Vittorio De Sica l'a choisi pour l'Ordonnable. Ce rôle lui permit de se libérer des costumes exotiques et des rôles de figurante pour incarner un personnage de chair et de sang, une vendeuse de pizza napolitaine pleine de vie et de complexité, à l'image de l'actrice elle-même. Le public fut conquis par son authenticité et le succès du film lança Sofia sur la scène internationale. Au cours des années suivantes, la carrière de Sofia connut une ascension fulgurante. Elle enchaîna les succès aux côtés de légendes comme Cary Grant, Frank Sinatra et Charlton Heston. Son magnétisme à l'écran et son charme hors caméra firent d'elle une figure adorée des deux côtés de l'Atlantique. En 1960, elle livra la performance qui marqua sa carrière. Césira dans la Ciociara. Le bouleversant récit d'une mère luttant pour protéger sa fille dans l'Italie en guerre. D'abord, pressentie pour le rôle de la fille, Sofia se battit pour incarner la mère, un rôle qui lui permit de puiser dans les épreuves de sa jeunesse pour offrir une interprétation brute, émotive et inoubliable. Sa performance lui valut l'Oscar de la meilleure actrice, devenant ainsi la première personne à recevoir une telle distinction pour un rôle dans une langue autre que l'anglais. Un triomphe non seulement pour Lorraine, mais pour toutes les jeunes filles, un jour sous-estimées ou méprisées. Construire une vie d'amour et d'héritage avec Carlo Ponti, derrière la carrière étincelante de Sophia Loren et son image publique éblouissante, se cachait une histoire d'amour aussi durable qu'inattendue. Lorsque Sofia rencontra Carlo Ponti pour la première fois en 1950, elle n'était qu'une jeune fille timide et mince, aux grands yeux bruns, qui commençait tout juste à se faire une place sous les projecteurs du cinéma italien. Ponti, alors âgé de 37 ans, était déjà un producteur de cinéma réputé, doté d'un œil avisé pour le talent et d'une solide réputation dans le milieu. Malgré leurs différences d'âge et les complexités de sa vie privée, Ponti était marié et père de famille. Leur connexion fut immédiate et profonde. Il fut captivé par ce mélange d'innocence et de détermination qu'incarnait Sofia, tandis qu'elle était séduite par sa sagesse, sa bienveillance et la stabilité qu'il représentait. Les qualités qui avaient cruellement manqué dans sa vie, marquée par les épreuves et l'abandon de son père. Ponti joua un rôle clé dans l'orientation des débuts de Sofia, l'aidant à naviguer dans le monde du cinéma dominé par les hommes. Mais leur lien dépassa rapidement celui d'un mentor et de sa protégée. Au fil des années, à mesure que Sofia devenait l'une des actrices les plus convoitées au monde, leur relation personnelle se transforma en un amour défiant les normes sociales et les barrières légales. Dans une Italie d'après-guerre profondément catholique et conservatrice, le divorce était interdit, et Ponti demeurait légalement marié à sa première épouse, Giuliana Fiestri. Malgré l'intense surveillance et la condamnation morale qu'ils endurent, Sofia et Carlo restèrent unis par un engagement indéfectible. En 1957, déterminés à officialiser leur relation, ils se marièrent par procuration au Mexique, un acte audacieux, bien que juridiquement complexe, qui traduisait la profondeur de leur dévouement. Mais cette solution ne fut que temporaire. Les autorités italiennes accusèrent Ponti de bigamie
plongeant le couple au cœur d'un scandale public. Pour protéger Ponti des poursuites judiciaires et apaiser les pressions légales croissantes, ils acceptèrent d'annuler leur mariage en 1962. Si leur union fut annulée sur le papier, leur fidélité resta intacte, aucun texte de loi ne pouvant dissoudre leur attachement. Refusant de laisser la bureaucratie dicter leur bonheur, Sofia et Carlo cherchèrent une autre voie. En 1965, ils obtiennent la nationalité française, une décision stratégique qui leur permet de dénouer l'enchevêtrement juridique, les empêchant de vivre pleinement leur amour. Avec l'accord du Premier ministre français Georges Pompidou, Ponti put enfin divorcer de Giuliana. Le 9 avril 1966, Sofia et Carlo se marièrent lors d'une discrète cérémonie civile à Sèvres en France, libres désormais de partager leur vie au grand jour. Ce jour marqua non seulement la fin de leur combat pour la légitimité, mais aussi le début d'un mariage qui durerait plus de 40 ans. Leur vie commune fut jalonnée de triomphes, de joie et d'une profonde complicité. En 1968, Sofia donna naissance à leur premier fils, Carlo Jr., suivi par Edoardo en 1973. Pour Sofia, devenir mère fut l'accomplissement d'un rêve longtemps chéri. Après avoir surmonté des fausses couches et subi des traitements médicaux pour préserver ses grossesses fragiles, elle s'investit corps et âme dans l'éducation de ses enfants avec la même ardeur qui avait marqué sa carrière. Malgré sa célébrité, elle protégea farouchement leur intimité, refusant de les exposer au feu des projecteurs qui la suivaient partout. Choisir Genève à la recherche de paix et d'intimité. Au milieu des années 1980, après des décennies passées dans le tourbillon de la célébrité mondiale, Sofia Loren ressentit le poids de sa carrière extraordinaire et des exigences qu'elle avait imposées à sa vie personnelle. Elle avait passé des années à voyager entre Rome, Los Angeles, Paris et d'innombrables plateaux de tournage à travers le monde, toujours sous les projecteurs, toujours scrutée. Bien qu'elle aimât son métier, Sofia aspirait à un endroit où elle pourrait vivre non comme une icône, mais comme une femme, une mère, une épouse, et plus tard, une grand-mère. Cet endroit, elle le découvrit à Genève, en Suisse. La ville lui offrit non seulement une beauté à couper le souffle, mais aussi un sentiment de discrétion, de sécurité et de sérénité qu'elle n'avait jamais connu. Sofia et son époux bien-aimé, Carlo Ponti, achetaient leur élégant appartement genevois au cœur de la vieille ville historique, un quartier réputé pour son charme intemporel et sa dignité tranquille. Situé dans un immeuble cossu du 19e siècle, la résidence leur offrait intimité, sécurité et une atmosphère raffinée, bien loin du chaos de la vie de célébrité. Sofia écrivit dans ses mémoires, en 2014, que Genève était l'endroit où elle s'était enfin sentie véritablement en sécurité. C'était une ville où elle pouvait se rendre au marché, flâner dans les librairies ou s'asseoir à un café sans être assaillie par des admirateurs ou suivie par des caméras. Pour une femme qui avait tant vécu sous les feux de la rampe, cette normalité n'avait pas de prix. L'appartement lui-même est le reflet de l'âme de Sofia. Élégant mais accueillant, grandiose mais jamais ostentatoire. Les rares aperçus de l'intérieur, offerts au monde lors d'interviews choisies ou de séances photos au fil des ans, dévoilent un lieu empli d'histoires personnelles et d'un style intemporel. Les hauts plafonds sont ornés de moulures complexes, tandis que des colonnes de marbre confèrent à l'ensemble une grandeur classique. Des tapis rouges profonds, des lampes aux accents dorés et de lourds rideaux rappellent les teintes chaudes de la Méditerranée, clin d'œil discret à sa terre natale. Les murs sont habillés d'un mélange éclectique d'œuvres d'art, peintures glanées au fil d'une vie, portraits de famille et souvenirs marquants des étapes de sa vie privée et de sa carrière illustre. L'une des pièces les plus remarquables de l'appartement est entièrement consacrée aux récompenses de Sofia. Là, sur des étagères polies
et dans des vitrines, repose une collection de statuettes dorées, dont son précieuse Oscar pour la Ciotiara, des Golden Globes, des prix David Di Donatello et des hommages honorifiques venus du monde entier. Mais même dans cette pièce, il n'y a aucune trace de vanité. Pour Sofia, ces trophées ne sont pas des symboles de gloire, mais des rappels d'une vie de travail, de sacrifices consentis, de combats menés et de rêves réalisés. Ce qui rend l'appartement le plus spécial, cependant, c'est la vie qu'il a abritée entre ses murs. C'est dans cette demeure que Sofia et Carlo ont élevé leurs deux fils, Carlo Jr. et Eduardo. Tous deux nés à Genève et ayant effectué leur scolarité dans la ville. L'appartement fut le théâtre des anniversaires, des fêtes de famille et des soirées paisibles à savourer des repas simples, de la musique et des conversations. Alors que leurs fils devenaient des hommes accomplis, Carlo Jr., chef d'orchestre, Eduardo réalisateur, l'appartement resta un repère, un lieu où il revenait toujours. C'est également entre ces murs chers à son cœur que Sofia affronta l'une des plus grandes douleurs de sa vie, la perte de Carlo Ponti. Après plus de 4 décennies de mariage, Carlo s'était nié à leur domicile de Genève le 10 janvier 2007, des suites de complications pulmonaires. Sa disparition marqua la fin d'une époque pour Sofia, mais accrut aussi la portée émotionnelle de la maison qu'ils avaient repartagée. Chaque recoin de l'appartement conserve la mémoire de leur vie commune, les livres qu'il aimait, les œuvres d'art qu'ils avaient choisies ensemble, le piano sur lequel la musique emplissait souvent les pièces. Dans les interviews, Sofia confie qu'elle ressent encore sa présence, que l'appartement reste habité des échos de sa chaleur, de son humour et de son soutien indéfectible. Aujourd'hui, à 90 ans, Sofia continue de trouver la paix dans ce sanctuaire. Les larges fenêtres de l'appartement encadrent des vues sur les rives paisibles du lac de Genève, les flèches des églises anciennes et les Alpes lointaines, autant de rappels de la beauté et de la permanence qui l'ont aidé à traverser les tempêtes de la vie. Sofia passe ses journées à s'occuper de son petit jardin, où elle cultive des herbes et des fleurs parfumées, à préparer des plats du traditionnel dans sa cuisine bien-aimée, et à profiter de longues conversations téléphoniques ou en visioconférence avec ses petits-enfants en Californie. Cette maison est bien plus qu'une résidence. Elle est un hommage vivant à l'amour, à la résilience et à la force tranquille qui ont défini la vie extraordinaire de Sofia Loren. Une vie reflétée dans ses demeures. Le choix des résidences de Sofia Loren au fil des années révèle non seulement son goût raffiné, mais aussi son profond désir de lieu qui parle. À son âme, des espaces alliant beauté, intimité et un lien avec la vie qu'elle a bâti aux côtés de Carlo Ponti. Parmi ses propriétés les plus célèbres figurait la Villa Sara, la magnifique demeure baroque nichée à Marino, juste à l'extérieur de Rome. Lorsque Carlo et Sofia se marièrent, Carlo promet à sa jeune épouse de lui offrir la plus belle maison du monde. La Villa Sara, un domaine du XVIe siècle avec toute la splendeur d'une résidence royale, fut l'accomplissement de cette promesse. Achetée en 1960, la villa devint le joyau de leur vie commune en Italie. La Villa Sara s'étendait sur un domaine impressionnant de 20 hectares, près de 50 acres de terre verdoyante. Le manoir comptait 50 pièces, conçues dans un mélange d'influences architecturales romaines et de la Renaissance. L'intérieur était tout simplement spectaculaire. Des fresques complexes ornaient les plafonds, des meubles anciens bordaient les vastes couloirs, et d'immenses lustres illuminaient des salles à manger élégantes. Un cinéma privé permettait à la famille et à leurs invités de visionner des films dans un cadre somptueux, tandis qu'une galerie d'art abritait des œuvres que le couple avait collectionnées au fil des décennies. À l'extérieur, le domaine était agrémenté de jardins cultés, d'un verger, d'une écurie, d'un aqueduc et d'un court de tennis. Mais peut-être l'élément le plus emblématique était-il la piscine majestueuse
nichée entre deux escaliers en marbre menant à la maison d'hôte. C'est là que le photographe de Leif, Alfred Eisenstadt, immortalisa l'image inoubliable de Sofia Nagant, rayonnant d'un glamour sans effort dans un cadre d'une splendeur italienne. La Villa Sara n'était pas seulement une maison, c'était le théâtre de certains des souvenirs les plus heureux du couple. Le domaine accueillait des amis du monde du cinéma, de la politique et des arts. Les invités se réunissaient pour des dîners somptueux dans la grande salle à manger, se promenaient dans les jardins soignés ou assistaient à des projections privées de films organisées par Carlo. Pourtant, malgré sa majesté, la villa était aussi un lieu de chaleur et de vie familiale. Sofia décrivait souvent comment, au-delà de la grandeur, c'était une maison remplie d'amour, de rire et des joies simples d'élever leur fils. Après le décès de Carlo en 2007, Sofia prit la difficile décision de se séparer de la Villa Sara. L'entretien d'un domaine si vaste n'était plus pratique, et sans Carlo, la villa paraissait trop grande, trop chargée des échos du passé. Le domaine fut finalement mis en vente, avec une estimation autour de 19 millions d'euros à l'époque. Bien que, comme toute propriété d'une telle rareté et d'une telle importance historique, sa véritable valeur résidait davantage dans les souvenirs que dans la monnaie. En vendant la Villa Sara, Sofia tourna une page de sa vie, mais les souvenirs de la villa restent indélébilement liés à son héritage. De l'autre côté de l'Atlantique, la Concordia, leur refuge californien, offrait un havre d'un genre très différent. Acheté en 1981 à l'actrice américaine Ewarden, le domaine était situé à Thousand Oaks, dans la Eden Valley du comté de Ventura. La propriété couvrait 38,5 acres et était affectueusement décrite par le fils de Sofia, Carlo Jr., comme un petit village. Le domaine comprenait une maison principale de 4 chambres avec 3 vastes salons, un pavillon de serre et une cour fermée dotée d'une cheminée. Une grande ancienne avait été habilement transformée en logement pour le personnel, garantissant le confort de ceux qui veillaient sur le domaine. La Concordia dégageait un charme plus décontracté, comparé à l'élégance formelle de la Villa Sara. Son agencement mettait l'accent sur la vie intérieure-extérieure, avec de larges fenêtres encadrant des vues sur les collines ondoyantes et des jardins remplis de fleurs indigènes. La maison d'hôte au bord de la piscine permettait au couple d'accueillir des visiteurs en toute intimité, tandis que l'étendue du domaine offrait un espace idéal pour des promenades paisibles, des pique-niques en famille et des moments de réflexion. Bien que la propriété comprit des écuries, Sofia et Carlo n'y gardèrent jamais de chevaux, préférant profiter de la tranquillité des lieux. Pendant plus de 25 ans, la Concordia fut le sanctuaire d'été de la famille, un endroit où ils pouvaient échapper aux pressions de la vie publique et renouer avec la nature. Mais après la disparition de Carlo, Sofia choisit une fois de plus de simplifier. En 2006, le domaine fut mis en vente pour 8,9 millions de dollars, mais se vendit finalement pour 6,9 millions après une révision du prix. La vente de la Concordia marqua la fin d'une époque, mais comme la Villa Sara, la propriété reste ancrée dans l'histoire remarquable de Sofia, vieillir avec grâce et trouver la force chez soi. À 90 ans, Sofia Loren incarne toujours la grâce, la résilience et la force. La maison dans laquelle elle vit aujourd'hui n'est pas seulement un appartement luxueux dans l'une des villes les plus raffinées d'Europe. C'est un sanctuaire qui a été témoin des joies, des peines et des étapes de sa vie. C'est dans cette maison qu'elle se remit de la chute dévastatrice survenue en septembre 2023 qui lui causa des fractures sudestaios à la hanche et au fémur. L'accident nécessita une chirurgie d'urgence et un processus de rééducation exigeant. Pourtant, fidèle à elle-même, Sofia affronta l'épreuve avec la même détermination qu'il avait portée d'un abri anti-aérien de Naples aux scènes les plus glamour du monde. Sa résidence Genevose offrit le cadre idéal pour ce chapitre.
un lieu où elle put guérir en paix, entourée de rappels de la vie extraordinaire qu'elle a menée. L'élégance discrète de l'appartement, combinée à la beauté de la vieille ville de Genève, offre à Lorraine la sérénité qu'elle a toujours recherchée. Même confrontée aux défis de l'âge, elle reste tournée vers le monde, exprimant son espoir de jouer dans de nouvelles productions malgré les rumeurs de retraite. Pour Sophia Loren, la maison a toujours été bien plus qu'un espace physique. Elle est le reflet de son parcours, de ses valeurs et de son esprit indomptable. Laquelle des incroyables demeures de Sophia Loren aimeriez-vous le plus visiter? La Villa Sara en Italie ou la Concordia en Californie? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette plongée dans la vie d'une légende, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes.